Et nous poursuivons avec notre partenaire du jeudi, puisque après cette jolie saison de l'année dernière, il poursuit avec nous, Jean Messia. Bonjour Jean Messia. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi de décrypter l'actualité de l'été, alors plutôt l'actualité récente, mais l'actualité de l'été pour votre grand retour. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et puisque les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui sont un peu moins réjouissants. Et commençons par cette actualité brûlante, la dissolution possible de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi bien évidemment ce choix de François Bayrou de se soumettre au vote de confiance. Qu'en pensez-vous, Jean Messia? Tout à fait. Je dirais que par-delà, si vous voulez, l'écume cathodique que nous offre tous les jours ce feuilletonnage de la crise, il s'agit en réalité d'une crise de régime particulièrement grave, mais aussi pleine d'espérance. Vous savez, donc juste pour rappeler aux auditeurs ce qui se passe, c'est que le 8 septembre, il y a un vote de confiance sur le budget proposé par François Bayrou, le Premier ministre. Comme on sait que des grands groupes, les deux plus grands groupes de l'Assemblée, ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre, on s'attend donc à ce que la confiance ne soit pas renouvelée au Premier ministre, ce qui signifie la démission du Premier ministre. Si François Bayrou démissionne, eh bien, le président de la République devra trouver quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que ce quelqu'un d'autre, ça sera qui? Mm. Quand on a eu Michel Barnier, qui était quand même pour le moins consensuel, et François Bayrou, qui a d'autant moins déçu que on n'en attendait rien, si vous voulez, on ne sait pas qui pourra être choisi. Et dans ce cas, la chose peut feuilletonner encore longtemps. C'est-à-dire qu'on peut faire des castings, faire passer des gens. Il faut l'accord de LFI et du RN, autant dire, voilà, de l'alliance de la carpe et du lapin. Donc tout ça est très grave. Et comme Emmanuel Macron ne semble pas se résoudre, si vous voulez, à dissoudre, parce qu'il voit bien le danger, c'est que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, eh bien, le peu d'électeurs de la majorité qui lui reste risque encore de fondre comme neige au soleil, laissant probablement une place plus importante au bloc national et pourquoi pas à la France insoumise. Et donc on irait dans un état encore plus cataclysmique que celui qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tout cela vient dire par-delà, si vous voulez, la description de la situation que je viens de faire? Tout simplement que le système antinational qui dirige la France depuis une cinquantaine d'années et dont Emmanuel Macron est le dernier avatar, ce système international est crépusculaire. On voit bien, si vous voulez, que dans le monde, la France est isolée, l'Europe est isolée. L'Europe et la France sont la dernière incarnation de ce libéralisme multiculturaliste, sans frontiériste, immigrationniste, d'un État-providence qui distribue ses largesses et qui dispense ses deniers à travers la terre entière. Quelle autre région du monde est encore sur ce modèle? L'Amérique a voté pour Donald Trump. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne il y a à peu près une dizaine d'années. Et je ne parle pas de la Chine qui est en plein renouveau nationaliste, la Russie en plein renouveau nationaliste, l'Inde en plein renouveau nationaliste. Donc, il y a un nouveau monde qui se met en place, qui est un monde souverainiste, identitaire, du retour des protections, du retour des identités, des fiertés nationales. Et l'Europe, de manière générale, la France en est absente. Le peuple français, qui est un peuple, comment dirais-je, politique, qui sent les choses, qui est un peuple instinctif, sent bien qu'il est en train d'être dépassé et que ce que lui offre Emmanuel Macron, supposé qu'il lui est jamais convenu, même si on a voté contre quelque chose pour Emmanuel Macron, le peuple français sent très bien qu'il y a quelque chose qui se passe et dont il est exclu. Et donc les gesticulations, les tergiversations autour de ce qui se passe à l'Assemblée nationale ont en réalité un écho beaucoup plus grand. Et en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'il s'agit effectivement peut-être du désir intrinsèque, vernaculaire des Français
eh bien, de tourner la page de ce sinistre paradigme mondialiste et d'entrer enfin dans le retour d'un monde un peu plus, que je qualifierais de néo-westphalien, un monde, voilà, de retour de la frontière, de retour de la protection nationale, etc., etc. Donc, il faut suivre très attentivement, bien sûr, au jour le jour, ce qui va se passer. On n'aura pas le choix de toute façon parce qu'on va être saturé par ça. Mais il faut aussi réfléchir par-delà l'écume de l'actualité et le feuilletonnage politique interne. Il faut évidemment garder un œil sur ce que veulent les Français au fond par rapport à ce qui est en train de se passer depuis quelques années sur le plan international. Alors effectivement, ah pardon, voilà, Radio vous êtes, Courtoisie, toutes les droites, vous êtes sur Radio tous les Courtoisie. Il est 9h02 Ah, vous l'avez bien et loupé celui-là. nous sommes en train d'affiner la nouvelle programmation, chers auditeurs. Mais bon, vous avez l'essentiel. Vous êtes sur Radio Courtoisie et il est 9h, 9h03 même maintenant. On poursuit avec Jean Messia qui nous donne son avis donc sur l'actualité du moment puisqu'il est notre partenaire du jeudi. Jean Messia, sur cette nouvelle crise politique, on recevait Alexandre Jardin tout à l'heure qui préconisait de reprendre le pouvoir par le bas, par des mouvements citoyens. Et effectivement, il y a énormément de Français qui sont désormais dégoûtés par la politique française, c'est le mot. Est-ce que vous pensez que cette crise en sera réellement une, ou est-ce qu'au fond ça n'intéressera qu'une petite part bourgeoise politicienne parisienne? Est-ce que les Français, eux, ne sont pas de toute façon assez blasés par ces jeux politiques? Si vous voulez, le problème, c'est que les Français sont effectivement plus que blasés par ces jeux politiques, mais le problème, c'est que les Français vivent aussi un quotidien et une réalité qui est terrible. Entre la paupérisation et la fin du mois, les problèmes de fin de mois des Français et ce que leur impose le problème, le système antinational, à savoir la fin du mois français, MOI, donc la perte d'identité et la perte de ressources, il y a une réalité de toute façon qui s'impose aux Français et qui suscite, si vous voulez, une colère, une indignation qui va bien au-delà de la simple caisse de résonance politique à l'Assemblée nationale et dans les institutions. Donc il y a effectivement une colère latente des Français. La question, c'est est-ce que la démocratie française et ses institutions sauront une fois de plus absorber cette colère comme, je dirais, la soupape d'une cocotte minute parviendra à la dissiper et à garder les choses sous contrôle, ou est-ce que cette soupape est désormais trop étroite et la cocotte minute beaucoup trop bouillonnante pour que les institutions parviennent à épancher, si vous voulez, cette soif de justice, cette soif d'identité, cette soif voilà, de bien vivre, de vivre décemment. Je crois que, vu, si vous voulez, la dégradation et la dégringolade de la France, je pense que la soupape de la cocotte minute, la soupape institutionnelle, soit de plus en plus, comment dirais-je, inefficace pour absorber la colère française. Maintenant, on l'a vu avec les Gilets jaunes, lorsque la crise des Gilets jaunes a éclaté, elle était sans mot d'ordre. C'était, comment dirais-je, le mouvement d'un peuple qui ne veut pas mourir, Oui. ni de manière identitaire, ni de mourir tout court de faim. Et donc, effectivement, le mouvement des ronds-points, des Français, de la France périphérique des débuts, c'était ça, c'était une colère spontanée par rapport à des difficultés de vie. À l'époque, évidemment, les médias ont eu la question identitaire, mais elle était bien présente. Et évidemment, quand on interrogeait les gens sur les ronds-points, les Français sont tellement inhibés, si vous voulez, par le vivre ensemble et toutes ces fadaises que personne ne l'a exprimé. Mais il y avait cette colère-là aussi. Après, l'extrême gauche a phagocyté le mouvement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est vidé de sa substance et qu'il a fondu comme neige au soleil. Je crains que ce qui se passera le 10 septembre ne soit qu'un remake accéléré de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, parce que autant, lorsque la crise des Gilets jaunes a éclaté, l'extrême gauche, la gauche, les gauchistes ont été pris de court. Et donc au départ, d'ailleurs, la France insoumise a eu des messages extrêmement violents
contre les Gilets jaunes des débuts en qualifiant ça de mouvement populiste, de mouvement d'extrême droite, de mouvement nationaliste. Alors, ils ont d'excellents community managers qui ont réussi à effacer tous ces commentaires et à les faire disparaître. Et ils se sont présentés ensuite comme des chevaliers blancs qui reprennent le mouvement en main. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que l'extrême gauche, forte de l'expérience des Gilets jaunes, est en train d'annoncer dès le départ son association au mouvement. Alors moi, ce que je crains, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, l'authentique mouvement des Gilets jaunes, a cessé du jour où la gauche et l'extrême gauche se sont jetés à pieds joints dans ce mouvement. Eh bien, moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que comme la gauche et l'extrême gauche sautent sur le mouvement du 10 septembre avant même qu'il n'ait démarré, je crains tout simplement que ça fasse pchit. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Français authentiques, les Français d'identité française, n'ont pas envie d'être associés à des mouvements collaborationnistes qui trahissent la France tous les jours. Quant au nouveau peuple, qui est la marotte, si vous voulez, de la gauche et de l'extrême gauche, il n'en a en réalité rien à foutre des problèmes des Français et des problèmes de la France, et donc ne manifestera pas. Je veux dire, le gilet jaune des ronds-points, il n'y avait pas un seul racisé dans le mouvement des gilets jaunes des ronds-points, pas plus qu'il y en aura le 10 septembre, simplement parce que la France insoumise va appeler à rejoindre le mouvement. Donc je crains effectivement que le mouvement fasse pchit. Enfin, le Rassemblement national, qui a été interrogé sur la question, a tout de suite dit qu'il n'était pas dans sa tradition de manifester, d'aller dans la rue, etc. On notera quand même que le Rassemblement national, la seule fois où il a manifesté, c'était pour sauver sa chef. Ce qui, pour les Français, est quand même voilà, assez curieux, parce que soit on demande à manifester pour la France, évidemment pour exprimer une colère française dans la rue, ce qui n'a aucune raison que la gauche s'arroge ce droit. Et à ce moment-là, effectivement, le Rassemblement national peut compter sur les Français lorsque lui-même est en difficulté, mais on ne peut pas, si vous voulez, dire les problèmes, la colère de la France qui va s'exprimer dans la rue ne nous regarde pas, on se pince le nez, c'est pas notre truc, on n'a pas cette tradition-là, on n'a pas notre habitude, ça n'est pas dans nos habitudes. Et lorsque le mouvement est en difficulté, faire appel à une manifestation qui est d'ailleurs fait pchit, parce qu'il y avait plus de 2 ou 3 000 personnes qui étaient aux Invalides au moment où le Rassemblement national a appelé à manifester. Donc, de ce côté-là, il faut s'attendre à rien. Donc, moi, je crois que, sauf événement imprévu, donc improbable, je crains qu'à part un bordel gauchiste habituel de casseurs, etc., il n'y aura pas beaucoup de Français dans la rue le 10 septembre. Et ensuite, précisément, parce que ce mouvement a d'ores et déjà été kidnappé par la gauche, et qu'aucun Français d'identité, à part les islamo-collabos et les traîtres à la France, veut voir associer son nom ou sa présence à de tels mouvements. Alors, Jean Messia, ce matin, Alexandre Jardin déclarait à notre antenne que finalement, ça arrangeait la Macronie, le fait que l'extrême gauche récupère ce jour de mobilisation. Est-ce que ce n'est pas un moyen, peut-être, pour la Macronie de figer justement cette mobilisation pour finalement que rien ne se fasse et rien ne s'arrange? Pas de la figer, carrément de la détruire dans l'œuf, avant même qu'elle n'ait décollé, mais il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si vous voulez, l'extrême gauche reprend un mouvement social, dans la tête de l'extrême gauche, c'est quoi ? Dans la tête de l'extrême gauche, il s'imagine les sit-ins des années 60, il s'imagine les grands mouvements populaires du XXe siècle, etc. Mais ce n'est plus le cas. Si vous voulez, la gauche ne peut pas, pendant des années, avoir dit qu'elle abandonnait le peuple français, l'ouvrier français, parce qu'effectivement, ce n'est plus son électorat et que, entre-temps, le Front National de l'époque, le Rassemblement National, est devenu le premier parti ouvrier de France. D'accord, la gauche ne veut pas avoir abandonné l'ouvrier français au profit de l'ouvrier immigré et venir aujourd'hui se présenter comme se draper des oripeaux des grands leaders de la gauche d'antan qui sait mobiliser tous les ouvriers français dans un combat qui lui est cher. L'ouvrier français qui a été abandonné par la gauche répondra merde à la gauche quand la gauche lui demandera d'aller dans la rue. Voilà. Et donc, effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est tout bénef. Parce qu'à partir du moment où on sait que la présence de la gauche et de l'extrême gauche à un mouvement social ne fait que le neutraliser, parce qu'il y a, d'abord, encore une fois, les Français ne veulent pas être associés à ça, et surtout qu'il y a des violences et des risques auxquels le quidam ne veut pas être associé, ne veut pas prendre.
Évidemment que pour la Macronie, c'est tout bénef que l'extrême gauche dise on récupère le mouvement, c'est la meilleure garantie que le mouvement ne mène à rien. Alors, autre sujet, Jean Messia, on saute d'un Du coq pays à à l'âne. l'autre, voilà, du coq à l'âne, effectivement. Mais alors, un âne américain et Donald Trump qui donc remet en place des mesures assez fortes pour pouvoir contrôler l'immigration dans son pays, qui a été vivement critiqué par la gauche. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors c'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Alors évidemment, l'angle choisi par les médias français pour en parler est toujours un angle acrimonieux et lacrimonieux du style les pauvres immigrés, les pauvres clandestins, Trump le méchant, etc. Mais Trump est en train effectivement de mettre en place une police de la rémigration qui a pour charge d'identifier les millions de clandestins qu'il y a aux États-Unis et de les expulser. Qu'est-ce que Trump est en train de faire, n'en déplaise à la gauche, aux progressistes autoproclamés, etc. Il est tout simplement en train de ressusciter l'état de droit. Hmm. Il est en train de ressusciter l'état de droit. Pourquoi? Parce que l'état de droit dit que quand on viole le droit, et le droit, comment dirais-je, du séjour en est un, eh bien, on est arrêté, on est condamné et on est expulsé. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est pas l'état de droit du Conseil d'État qui dit venez comme vous êtes, les frontières, c'est fasciste, le droit de la fraternité permet d'accueillir tout le monde chez nous et de traiter la terre entière comme on traite les citoyens. Ça, c'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est pas un concept gazeux qui est extérieur à la société et au pays et à la nation dont il émane. L'état de droit doit être enraciné dans une nation dont il doit défendre les intérêts, dont il doit défendre les citoyens. Et donc, Donald Trump renoue avec cette belle notion qu'est l'état de droit, avec la noblesse de l'état de droit qui doit être au service des citoyens et non pas au service du monde au détriment des citoyens. C'est pareil pour la sécurité. Il a renforcé la sécurité dans les grandes villes américaines qui sont des coupes-gorges où il y a des homicides réguliers. Et effectivement, quand on interroge la population, évidemment, une grande partie de la population est satisfaite. Alors évidemment, ce qu'on entend en France de la part des médias, c'est pas ça. La France est encore sur l'ancien modèle. Il faut accueillir, il faut maintenir. On supprime les illégalités qui nuisent au peuple français parce que vous comprenez, la priorité, c'est le confort des autres avant la sécurité des nôtres. Et donc, ça rejoint le sujet précédent. C'est précisément pour tout cela que les Français n'en peuvent mais et qu'ils infligent en quelque sorte cette crise de régime indirecte par leur vote, par la fracturation de la France. C'est la manière des Français de dire à des institutions qui ne les représentent plus, de leur dire merde. Alors, peut-être que Maëlys a une question, sinon on passe à la suite. Non, pas forcément. Eh ben, on passe à la suite. La mort en direct de Jean Portmanoff, Jean Messia, puisque d'ailleurs ça vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On en a aussi parlé à notre antenne. Affaire d'autant plus choquante que ces derniers mois, on entendait énormément parler de l'Arcom et de sa nouvelle guerre sainte pour pouvoir contrôler justement tout ce qui se trouvait sur Internet. On voit que pour une première mission, c'est un échec assez cuisant. C'est un échec cuisant parce que ça rentre pas, si vous voulez, dans les œillères idéologiques de l'Arcom. Si l'Arcom, comme d'ailleurs toutes les institutions françaises, était une institution neutre et impartiale, elle agirait sans doute beaucoup moins sévèrement pour essayer de museler des opinions qui ne sont pas les siennes et beaucoup plus sévèrement pour, comment dirais-je, des phénomènes qui sont illégaux, qui sont violents, qui ont conduit à la mort de quelqu'un. Or, le problème, c'est que l'affaire Portmanov ne rentre pas, si vous voulez, dans le corset idéologique de l'Arcom. Qu'est-ce qu'on a? On a un Français qui est torturé par des racailles. Donc ça passe crème. Et alors, quelle est la solution finalement, Jean Messia, pour s'affranchir de cette partisanerie, entre guillemets, de l'Arcom? Écoutez, de deux choses l'une. Ou on supprime l'Arcom, parce qu'on voit bien qu'elle ne sert à rien, en tout cas dans les affaires graves,
L'Arcom n'est pas là, donc l'Arcom ne sert à rien, parce que si l'Arcom est payé pour supprimer des talk-shows à succès et pour museler des chaînes de télé, je veux dire, les Français ne payent pas pour ça. C'est aux Français de décider ce qu'ils veulent regarder ou pas. C'est pas à l'Arcom de leur dire ce qu'ils doivent écouter et ce qu'ils doivent regarder. Donc pour moi, l'Arcom doit être supprimé. D'ailleurs, c'est ce que nous proposons à Reconquête. Sarah Knafo a fait des propositions en ce sens il y a quelques jours. Voilà. Donc, ou alors, effectivement, mais ça c'est le grand rêve, c'est que le pouvoir en place change, parce que vous savez, comme disait le Napoléon, hein, derrière les institutions, ce sont des hommes. Bon, des hommes avec un grand H, évidemment. Hein. Et donc, le pouvoir change, les gens de l'Arcom changent, et on remet l'église au milieu du village, et on redonne, si vous voulez, la mission première à nos institutions, que ce soit d'ailleurs le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et toutes les autorités administratives indépendantes, dont l'Arcom, eh bien, on les remet dans leur mission impartiale, dans leur mission qui n'est pas une mission idéologique, on les dépolitise, on les désidéologise, et on en fait à nouveau des institutions au service de la France et des Français, de la protection de la France et des Français. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Dernier sujet, Jean Messia, le temps file, malheureusement, on n'a plus que 2 minutes, mais donc la convocation de l'ambassadeur américain qui a parlé de l'antisémitisme en France. Voilà, en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur cette affaire? Ah oui, alors ça, c'est génial, parce que l'ambassadeur des États-Unis dit une réalité qui est sourcée, qui est statistiquement prouvée, à savoir l'explosion des actes antisémites en France. Je veux dire, personne en France ne conteste cette réalité. On la voit, on la sait, toutes les semaines, on a des actes en ce sens. Donc, l'ambassadeur est factuel, il n'est même pas politique à ce moment. Mais évidemment, comme ce fait, comme tant d'autres, déplaise au système antinational, Macron a cru que l'ambassadeur, c'était CNews ou C8. Il voulait le supprimer, en fait. Il voulait ne pas l'entendre dire des réalités dérangeantes. Moyennant quoi, l'ambassadeur ne s'est même pas rendu à cette convocation, puisqu'il a envoyé son chargé d'affaires. Je ne saurais trop que conseiller à M. Macron de convoquer plutôt l'ambassadeur d'Algérie, plutôt que de faire des courbettes à l'Algérie et à ses institutions et à son président. Pourquoi Emmanuel Macron ne s'est pas précipité pour convoquer l'ambassadeur d'Algérie pour lui demander ce que son gouvernement attendait pour libérer l'écrivain français Boualem Sansal, qui est âgé, malade et en prison? Ça aurait de la gueule. Mais convoquer l'ambassadeur d'une grande puissance qui a juste l'heure ou le malheur comment dirais-je, de donner un fait, c'est quand même assez risible. Et d'ailleurs, les États-Unis ont infligé un camouflet à Macron, puisque, encore une fois, l'ambassadeur ne s'est pas rendu à cette convocation. Donc, qu'Emmanuel Macron se préoccupe plutôt des ennemis de la France, de ceux qui cherchent à nuire à la France en convoquant leurs ambassadeurs, plutôt qu'aller chercher des noises à un pays qui ne fait que dire le réel. Si M. Macron a un problème avec le réel, eh bien, il doit s'adresser au réel et non pas à ceux qui le disent. Merci Jean Messia pour ce premier coup de gueule sur l'actualité de la saison. On vous retrouvera tous les jeudis à la même heure. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Et Merci puis beaucoup. à jeudi. Merci Liselotte, merci Maëlys.